c'est quoi un peu le parcours professionnel puis la fin de vos études et votre... Très bien. Alors, en fait, mon parcours, sans être particulièrement typique, est symptomatique de beaucoup d'expatriations françaises et qui sont liées, en fait, au monde des études, au monde intellectuel. Beaucoup d'expatriés, comme vous savez, vont faire des études dans des universités et puis finalement prospèrent et restent sur place, ou dans le cadre, et c'est mon cas, dans le cadre des écoles françaises. Comme vous le savez, il y a un très large réseau d'écoles françaises à l'étranger, presque 300 lycées. Et quand je dis lycée, je veux parler de la petite maternelle jusqu'à la terminale. Et le réseau des Alliances françaises, le réseau des centres culturels. Donc c'est un vaste réseau qui permet d'avoir une représentation française à l'étranger pour la culture et la langue. Et moi, je suis arrivé aux États-Unis, en Californie, à San Francisco directement, comme professeur d'histoire-géographie. Et j'ai été embauché donc au lycée international franco-américain de San Francisco comme professeur, et puis ensuite j'ai gravi les échelons de la hiérarchie, je veux dire. C'est-à-dire j'ai été chef du département des humanités, c'est comme ça que ça s'appelle ici, puis président de l'association des professeurs, ce qui est très particulier parce qu'il n'y a pas justement un mouvement syndical aux États-Unis et souvent à l'étranger comme en France. Donc en fait, j'ai été président en quelque sorte du syndicat des professeurs, mais c'est un élément clé justement de différenciation des conditions d'expatriation aux États-Unis. Et ensuite, on m'a proposé de devenir principal du collège, puis maintenant proviseur adjoint. Et ensuite, par le biais justement des écoles de la baie de San Francisco, puisqu'il y a 5 écoles françaises dans la baie de San Francisco, eh bien j'ai connu les familles françaises installées ici avec des familles, donc avec des enfants je veux dire, et puis le monde associatif. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis impliqué dans le monde associatif, j'ai présidé, fondé plusieurs associations avec des centres d'intérêt très divers, et j'ai finalement été candidat aux élections pour représenter les Français de la côte ouest à l'Assemblée des Français de l'étranger. Il y a donc, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une Assemblée des Français de l'étranger qui est présidée par le ministre des Affaires étrangères. Nous sommes 150 élus à travers le monde, 3 sur la côte ouest des États-Unis, et je suis donc un des élus. Nous sommes élus par les Français qui sont inscrits dans les consulats généraux de notre circonscription, alors dans mon cas, San Francisco et Los Angeles, et je les représente 2 fois par an à la plénière, qui est convoquée par le ministre au Quai d'Orsay. Donc j'ai un rôle professionnel lié à la communauté française et un rôle plus politique qui est lié donc à cette représentation des Français de l'étranger. Et je suis donc, en tant qu'élu local, un des grands électeurs des sénateurs des Français de l'étranger, puisqu'il y a 12 sénateurs des Français de l'étranger, et que, comme en France, en fait, les sénateurs de l'étranger sont élus par les élus locaux. Ok, très bien. Donc ça fait combien de temps que vous êtes sénateur représentant des Français à l'étranger? Alors, je ne suis pas encore sénateur, je suis élu local et j'élis les sénateurs. Ok. Voilà, donc je suis élu local et je suis élu, le titre c'est conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger. Je suis élu depuis 2003, c'est un mandat de 6 ans, donc jusqu'en juin 2009, quelques mois encore. Et alors effectivement, d'où le sens de votre question, la plupart des sénateurs des Français de l'étranger, ils sont au nombre de 12, sont en général d'anciens élus locaux comme moi. Voilà. Et donc ça fait combien de temps que vous êtes à San Francisco? Alors je suis arrivé à San Francisco il y a 13 ans, en 1995, donc comme professeur. Et je suis arrivé avec un contrat d'1 an, ça fait 13 ans. Vous aviez exercé en France? Oui. Alors j'ai exercé en France quelques courtes années en fait, j'ai fini mes études en France, j'ai passé les concours de l'enseignement et j'ai enseigné en tant que titulaire en France 1 année seulement. Parce qu'en réalité, et c'est une des spécificités de l'expatriation à l'étranger, pour des raisons que l'on comprend facilement, on a envie de découvrir l'étranger, on a envie de partir à l'étranger avant d'être vraiment installé, avant d'avoir fondé une famille, on est plus mobile. Et les employeurs à l'étranger comprennent aussi qu'il est plus facile d'embaucher et de déplacer un célibataire plutôt qu'une famille avec de nombreux enfants, surtout aux États-Unis où les frais d'inscription sont très élevés dans les écoles. Donc en fait, je suis parti très tôt dans ma carrière et j'ai prospéré dans ma carrière à l'étranger. Alors c'est un contrat d'1 an à l'origine et je ne désespère pas de rentrer un jour en France. Mais évidemment, le temps passant, on peut se poser des questions. Ça reste quand même, et je crois que c'est souvent le cas pour l'expatriation, on nourrit et on découvre une nostalgie pour son pays d'origine. Quand on est français de France, ça paraît spontané, naturel. Et puis quand on est à l'étranger,
le journal du jour, le café en terrasse, tout ça devient très exotique et puis ça nous manque un peu. Pourquoi San Francisco? Alors dans mon cas, je n'avais pas pour objectif de venir à San Francisco, ni même de venir aux États-Unis. J'avais pour objectif de partir à l'étranger, et j'avais envoyé donc des CV dans presque 150 écoles à travers le monde, et j'ai passé plusieurs entretiens, et les meilleures conditions qui m'étaient offertes, c'était San Francisco. C'est très particulier les États-Unis, parce que les établissements scolaires aux États-Unis sont liés à la France administrativement, mais ne reçoivent pratiquement pas d'argent du gouvernement français, si ce n'est par le biais des bourses scolaires, mais c'est pour les familles, ou par le biais de certaines cotisations, notamment les cotisations retraite pour les fonctionnaires qui sont dans les écoles et qui sont fonctionnaires de l'éducation nationale. Mais pour le reste, dans les établissements, nous devons lever des fonds pour construire l'école, l'agrandir, la restaurer, la transformer, et puis surtout pour payer les salaires des professeurs. Les salaires sont payés par les écoles. Il y a près de 30 écoles françaises aux États-Unis, et il n'y en a que 2 où il y a des salaires payés par la France. Pour les autres écoles, c'est payé par les établissements. Donc c'est assez intéressant et assez curieux, parce que nous sommes de véritables chefs d'entreprise. Nous embauchons et nous licencions notre personnel, nous évaluons notre personnel, même si évidemment, puisque nous sommes homologués par l'éducation nationale, nous recevons des visites d'inspecteurs. Mais il n'en demeure pas moins vrai que nous devons gérer un véritable budget que nous créons de nous-mêmes. Nous avons donc des départements de levée des fonds qui vont voir des fondations, qui vont voir des donateurs privés, des mécènes, qui sont souvent des parents, et qui font des dons, parfois très considérables, heureusement pour nous, à l'école. Donc c'est intéressant parce que ma carrière de professeur d'histoire-géographie à l'éducation nationale ne me prédestinait pas à devenir une sorte d'entrepreneur à l'étranger. Oui, alors d'où cette envie d'où vient cette envie de partir à l'étranger il y a 13 ans? Bonne question. Dans mon cas, ça a toujours été vrai. Je suis moi-même d'une famille qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup vécu à l'étranger, dont certains membres de la famille sont d'origine étrangère. Donc ça a toujours été une envie, un rêve, un objectif. S'ajoute à ça le fait que, tout juste sorti de l'université et des concours, j'ai été affecté à des postes très difficiles en banlieue parisienne, où ça avait un intérêt, certes, mais c'était vraiment être dans les tranchées. Et je voyais mes collègues plus âgés partir en hôpital psychiatrique, et c'était un petit peu décourageant. Et donc, la nécessité d'un côté, l'envie de l'autre, ont fait que je suis parti vers l'étranger. Cela dit, à San Francisco, il y a 3 grandes communautés françaises. Il y a celle des intellectuels, des professeurs, dans les établissements scolaires, dans les alliances dont je parlais tout à l'heure, ou dans les universités. Il y a de nombreux universitaires français à Berkeley, de l'autre côté du pont, ou à Stanford, dans la Silicon Valley. Ça, c'est la première communauté, qui a un profil un petit peu semblable au mien, on va dire. Il y a une deuxième communauté, qui est la communauté la plus ancienne, et qui est en fait une communauté qui remonte parfois au début du XXe siècle, et qui est constituée de Gascons, de Béarnais, de communautés des Pyrénées, qui sont venus ici, parfois après la guerre d'Algérie, venant d'Algérie en fait, ou qui ont quitté la France pour des raisons économiques, parce qu'ils étaient agriculteurs dans le sud-ouest, et ça ne fonctionnait pas bien, et qui ont créé de véritables fortunes ici, dans l'agroalimentaire, dans la restauration, qui sont passés de berger à l'agro-business, comme on dit aux États-Unis. Et il y a par exemple à San Francisco un centre culturel basque très très important. Et c'est intéressant parce que beaucoup de ces familles sont passées du parler béarnais gascon au parler anglais sans avoir jamais en fait parlé français. Et donc là je parle évidemment de la 2e ou 3e génération. Ils ont une très forte identité française, alors pour des raisons économiques, parce qu'ils étaient agriculteurs dans le sud-ouest